Ça va. Bon, ce démarrage un peu en trombe. On est 24 heures après le premier down en crypto qui nous a fait perdre, enfin, en tout cas en valeur, 40% en tout cas moi, de mon portfolio. Et c'était la première fois que je vivais un truc un petit peu hardcore comme ça. Il y en a eu d'autres, hein, mais pas qui a impacté aussi fort mon portfolio, j'ai l'impression. Et ça m'a fait rire parce que, ouais, parce que je parle avec plein de gens en crypto, et principalement deux, trois personnes euh, dont je confronte les opinions sur des projets, etc., et qui ne se parlent pas entre elles. Moi, je suis l'espèce de point, Mhm. le nerf central. Et il y en a un que je suis aussi je les suis tous aussi sur Spotify. Il y en a un qui était en train d'écouter une chanson de flûte pendant que le marché était en train de s'effondrer. Moi, j'étais là en train de me ronger les ongles jusqu'au sang et je me disais, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je retire tout maintenant? Est-ce que je perds? Est-ce que je reste? Tu vois, est-ce que je hold? Et lui, il était en train d'écouter un morceau de flûte, littéralement sur Spotify à ce moment-là. Je me suis dit, ok, d'accord, relax, va dormir et tu verras bien demain. Et c'est ce que j'ai fait finalement. Ça se porte un peu mieux aujourd'hui qu'hier, mais c'est pas non plus resplendissant. Donc voilà, c'était l'intro improvisée de l'épisode numéro 28 de FarmSpot. Comme quoi, il y en a qui se calment avec de la musique de flûte. Écoute, pourquoi pas? Non, il y en a Pourquoi qui ont pas, plus pourquoi d'habitude de gérer les nerfs, tu vois, et la pas. Ouais. nervosité de ça. Mais bon, Surtout quand il y a voilà. des gens qui ont vécu, euh, Ouais, 2017, 2018. ouais, voilà, plusieurs downs. Du coup, effectivement, ils sont mieux parés. Donc, ça fait du bien d'en vivre un en moins. Enfin, c'est pas, on ne sait pas si c'est un vrai bear market ou pas, mais en tout cas, ça fait du bien de le vivre si ça doit arriver. Ça nous mettra dans les conditions pour le prochain. Euh, écoute, tu veux que je commence avec un sujet? Vas-y, parce que le mien, du coup, on a deux sujets aujourd'hui, chacun, enfin un sujet chacun, je pense, dans ton cas. En tout Ouais, cas, dans mon c'est cas, ça. moi, j'ai qu'un seul Ouais, sujet. ouais. Et il est quand même assez dense. Du coup, je préfère que tu introduises pour ne Ok, pas mettre les gens ok. directement dans Non, la. pas de souci. Dans un des épisodes, je ne sais plus lequel, je t'ai parlé de... Ah bah, je viens d'oublier le nom. Tu vas m'aider là-dessus. La boîte qui te permet de store ton sperme aux États-Unis. Get Legacy, voilà. Ouais. C'est Get Legacy, donc c'est une boîte qui cartonne plutôt pas mal aux États-Unis, qui te permet de stocker ton sperme en tant qu'homme. Et en fait, récemment, j'ai vu. Alors, quelqu'un m'a envoyé un message sur Twitter, un ami à nous m'a envoyé un message sur Twitter pour me poser des questions, pour me dire, tiens, est-ce que tu as vu cette boîte? Je dis oui, on en avait parlé. Et du coup, on a regardé un peu s'il y avait quelque chose en Europe. On n'avait rien vu. Du coup, on a tweeté là-dessus. Il y a quelqu'un qui nous a répondu en nous disant qu'apparemment, c'est vachement régulé et qu'en fait, tu peux pas. Il nous a sorti un article de loi, je vais être honnête, je ne l'ai pas lu. Apparemment, tu ne peux pas recevoir chez toi une petite boîte, faire ton affaire dedans et leur envoyer. Tu es obligé d'aller dans une clinique. Du coup, l'expérience à la maison ne peut pas être faite en France. Je pense que c'est un faux problème. Tu peux au début commencer avec une expérience en clinique et en fait créer une expérience incroyable, même avec des partenaires en clinique, et après trouver un contournement, parce qu'il y a toujours moyen de trouver un contournement, même si la health tech, c'est le sujet le plus réglementé avec la finance. La health tech, c'est le sujet le plus réglementé. La finance vient de pair juste après. Et donc, c'est pas facile, en tout cas, d'être dans les clous dans ce genre de sujet. Et du coup, il y a une boîte là qui vient de se faire racheter. Il vient de se faire racheter. Alors, les estimations, c'est 230 millions de dollars. C'est une boîte qui a été créée en 2017, qui a fait YC, qui a levé au total depuis 2017 20 millions, qui s'appelle Modern Fertility. Je ne sais pas si tu les as vus passer. Ouais. Et en gros, ils se sont fait racheter par Ro, qui est la maison mère de Roman. Roman, c'est quoi? Roman, c'est le Charles américain. Donc, C'est c'est quoi, la Charles, boîte. pour les gens qui connaissent pas? On en a parlé dans un épisode, j'ai parlé de Charles. Charles, c'est une boîte qui te permet de commander du Viagra à distance et de vivre une bonne expérience du Viagra, en tout cas de l'acquisition du Viagra. Et alors, Charles, évidemment, bah, ils ont commencé avec le Viagra, mais tu peux, en fait, une fois que tu rentres par le Viagra, ça peut être assez large. La deuxième verticale sur laquelle ils se sont positionnés, c'est la perte de cheveux chez les hommes, qui est un gros problème chez les hommes aussi. Beaucoup d'hommes deviennent chauves, partent dans des pays, je crois que c'est en Tunisie ou en Turquie, je ne sais pas, faire des implants Mec, capillaires. t'as vu sur TikTok la trend là-dessus? Je sais pas, moi, Je sais qu'il y a énormément d'influenceurs sur TikTok qui disent, ouais, les gars, il faut absolument aller là-bas, je me suis fait faire mes cheveux là-bas. Et il y a une clinique en particulier qui apparemment se fait bien saucer, quoi. Genre, beaucoup de personnes qui la recommandent.
Et vas-y, dis-moi. Jusqu'à preuve du contraire, je n'en ai pas encore besoin, tu vois, donc je regarde pas trop. Mais en effet, quand je suis sur TikTok, de temps en temps, régulièrement, je vois des influenceurs qui, en gros, comparent le avant-après, Mm. tout en mettant les prix, mais en mode cash de, OK, si tu vas en Turquie, ça te coûte autant, si tu vas à Paris, ça te coûte autant, et tu vois forcément qu'il y a un multiple de 3 sur le prix à Paris et le prix à Istanbul ou je sais pas où. Et vraiment, les gens réagissent et tout, ils reçoivent des questions, ils répondent aux questions en Mais commentaire, c'est un donc vrai c'est truc, hein. vraiment... La Ouais. perte de cheveux chez les hommes, c'est un putain de sujet. Et effectivement, il y a un gros tourisme médical qui se fait sur ce sujet-là, et parce que ça coûte moins cher autre part, que tu peux vite avoir de la qualité de merde, donc il faut aller dans des cliniques assez renommées avec une bonne qualité, et ça coûte quoi, ça coûte quand même, c'est un vrai luxe de pouvoir se payer ça quoi. Donc ouais. Donc Roman, qui est Mhm. la boîte en fait qui a racheté Modern Fertility, sa deuxième verticale c'est la perte de cheveux chez les hommes, et là ils viennent de racheter Modern Fertility, donc qui est une boîte qui a été créée par trois personnes, si je ne me trompe pas, deux meufs et un mec. Et à la base, ils n'avaient pas vocation à se faire racheter. Suite à une discussion avec le fondateur de Roman, bon, ça a clôturé sur un petit exit qui est plutôt pas mal, 230 millions estimés. Et donc, eux, qu'est-ce qu'ils font en fait, Modern Fertility? Eux, ils focusent sur les femmes. Et en fait, elles aident les femmes à savoir si elles sont toujours fertiles. Tout ça avec une expérience client safe, où la femme se sent en sécurité, où elle se sent comprise, et avec une expérience utilisateur propre. Donc, tu reçois une petite box chez toi. Tu as le choix avec Modern Fertility. Tu peux aller en clinique, des cliniques partenaires, où tu reçois une petite box chez toi. Apparemment, tu dois te faire petite incision, tu as du sang qui coule. Tu leur envoies, tu mets ça sur une plaquette, tu leur envoies, et eux derrière ils vont faire plusieurs tests. Ils vont faire deux tests, ils vont faire un bilan hormonal, et ensuite alors je me suis renseigné de qu'est-ce que c'était ça parce que je connaissais rien du tout. Ils font un contrôle de la réserve ovarienne, et en fait apparemment les spermatozoïdes chez les hommes se renouvellent assez régulièrement, et apparemment chez les femmes en fait elles ont une réserve ovarienne qui se dégrade avec le temps. C'est pour ça que plus les femmes vieillissent, plus leur probabilité d'être fertile diminue. Mais de façon très drastique comparée aux hommes. Les hommes, c'est le cas aussi, mais moins forte que les femmes. Les femmes, c'est dès leur jeunesse, chaque année, c'est une chance en moins d'avoir des enfants. Je ne savais pas cette différence, je ne savais pas que c'est beaucoup plus pénalisant chez les femmes. Et du coup, eux, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils font un contrôle de tout ça. Et alors, en fonction de ton bilan hormonal et du contrôle de ta réserve ovarienne, tu as une application qui est liée à ça, donc ton profil update, et te disent, voilà ta situation. On va faire de la prévention. Donc voilà, qu'est-ce que tu devrais commencer à faire. Peut-être même qu'on pourrait congeler cette partie-là, donc la cristalliser dans la situation actuelle qu'elle est, comme ça elle ne se dégrade pas avec le temps. Et donc là, ils ont des partenaires chez qui ils te renvoient parce qu'eux, ils ne font pas ce métier-là, ce n'est pas leur métier. Et puis, ils te donnent des vrais conseils quotidiens, et tous les conseils que tu peux regarder sur Internet. Si tu leur dis que tu veux tomber enceinte là dans l'année, ils vont te balancer tous les conseils normalement scientifiquement prouvés de comment tomber enceinte en fonction de ta situation. Je sais pas encore un sujet sur lequel je bosse pour le moment, mais je sais que j'ai connu des gens qui ont bossé sur le sujet, et enfin, qui ont vécu l'expérience. Et du coup, ils me disent, quand tu vas sur Internet, quand tu te dis avec ta femme, OK, c'est cette année-là qu'on fait un enfant, déjà, pour beaucoup de personnes et pour plus de personnes que ce qu'on imagine, c'est une galère, c'est une vraie galère de tomber enceinte. Et alors, quand tu vas sur Internet et que tu regardes comment tomber enceinte, tu as de tout. Tu as tout ce qu'il faut bouffer, mais alors tu as des vrais trucs, et tu as les trucs mythos, genre des recettes de grand-mère mythos. Tu as des choses liées aux astres, donc ils te disent en fait ce serait mieux que tu fasses ça la nuit à 2 heures du matin quand la lune elle est croisée avec Jupiter, et en Non, ça, fait par contre, c'est c'est là. vrai, hein. Oui, oui, alors là, apparemment, c'est les hormones, c'est à ce moment-là que les hormones. Je sais, Alors, je je sais sais. pas, je sais pas, Je sais en rigolant, hein, pour ceux qui non, ne mais voient pas attends, l'image. mais attention, je n'en sais rien. C'est ça Mm. je ne peux pas te dire aujourd'hui, et je ne peux pas te dire oui ou non que scientifiquement c'était prouvé que X. Tu vois, j'en sais rien, je connais rien, je ne vais pas m'avancer là-dessus. Et du coup, en fait, tu vas avoir une pléthore de conseils, des fois même contradictoires apparemment.
Et eux, en fait, ils sont un peu garants scientifiques. Ils disent, OK, c'est ça, ça, ça que tu dois faire en fonction de ta situation. Et alors, non seulement ils font ça, mais alors ce qui est cool, c'est qu'ils récoltent des millions de données. Et donc, ils ont une grosse équipe de R&D, en fait, en interne, qui, en fait, travaille sur toutes ces données et permet à chaque nouveau client qui arrive et nouvel utilisateur chez Modern Fertility de bénéficier, en fait, de la data et de l'analyse de data qui a été faite et du coup, d'avoir une optimisation de ta probabilité de tomber enceinte. Écoute, voilà, c'était juste, je voulais parler de cette acquisition. C'est intéressant. Il y a encore des trucs aux US là qui se font. Depuis que je vous avais parlé, c'était dans l'épisode, je ne sais plus combien, mais c'était vers le début du podcast, de, de l'autre boîte, donc je vais encore oublier le nom. Celle avec qui congèle ton sperme. C'était Merde, j'oublie, hein, mais Get, j'ai vu le trade. Get Legacy, pardon. Ouais, Voilà. Legacy. J'ai vu une vingtaine, bon, peut-être que j'abuse un peu pour le coup, une dizaine de Get Legacy like aux États-Unis se faire. Ils ont tous levé, donc il y a un marché, il y a un boulevard. Il y a un vrai sujet enfin, c'est un vrai sujet et j'attends là qu'il y ait quelqu'un en France qui fasse ça. Je pense même que tellement le problème me paraît gigantesque et essentiel que je serais prêt même à investir dedans en tant qu'angel, vraiment. C'est peut-être le genre de boîte sur lequel je serais prêt à me positionner parce que je vois rien du tout. L'expérience, quand tu vois un peu sur les forums, l'expérience des gens, des deux côtés, côté homme et côté femme, ça a l'air d'être horrible, un calvaire. Et, euh, et ça, c'est un vrai problème, quoi. Et c'est un problème qui n'a pas changé depuis les années, quoi. Peut-être qu'avant, on se posait moins ce genre de questions, mais depuis quelques années, genre, les gens, ils prennent vraiment ça à cœur. Je veux dire que factuellement, le problème est là depuis longtemps, mais les gens en ont de plus en plus conscience depuis pas longtemps. Et il y a un vrai sujet, il y a un vrai travail là-dessus, quoi. Et Donc donc, voilà, je voulais juste parler de ça. Vas-y, ouais, dis-moi. la principale raison pour laquelle il n'y a aucune boîte qui s'est lancée sur ce sujet-là, c'est la, la, enfin, la législation qui est qui est anti. Je sais pas. Alors, le truc, moi, il y avait quelqu'un sur Twitter qui a dit j'ai eu l'idée de partir sur une problématique dans ce sujet-là, et en fait, j'ai vu que la réglementation m'a bloqué. Honnêtement, quand je vois, moi, c'est pas un argument. Quand quelqu'un me dit je fais pas quelque chose à cause de la loi, c'est la- comme je disais, la health tech, c'est un des trucs les plus compliqués à faire quand tu rentres pas dans les carcans. Donc, c'est clair que ça aide pas. Par contre, si tu arrives à craquer le truc, tu as gagné. Et avant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui craque le truc qui craque le truc juste après toi, toi, tu as pris une avance monstrueuse. Quand tu fais de la health tech et que tu craques quelque chose, l'argent, il arrive. Je veux dire, les VC, ils savent très bien que quand tu es dans la health tech et que tu arrives à craquer une problématique légale et tu montres que tu as une bonne team et que tu sais exécuter, les mecs, ils y vont, ils te font confiance. Et donc, en fait, tu peux avoir un vrai avantage compétitif de first mover gigantesque. Donc, pour moi, ce n'est pas une excuse, mais certainement que la majorité des gens qui essayent de s'attaquer à ces sujets-là sont freinés simplement par la complexité de légale, quoi. Ok, d'accord. Et voilà. Ouais, je Alors, viens de retomber sur peut-être ton qu'au trade. UK, ouais. Ouais, apparemment, c'est un problème de. C'est un sujet qui serait à moitié réglé, mais pas directement, enfin pas directement adressé, mais qui tomberait sous la coupole de la loi par rapport à la fécondation in vitro. Euh, et on comprend pourquoi, en fait, hein. Si tu fais de la Mhm. congélation de sperme ou la congélation d'ovaires, c'est. Enfin, je comprends qu'il y ait un doute juridique assez important et que les gens n'osent pas entreprendre. Mais en effet, comme toi, c'est un truc qui m'intéresse. Et je pense en effet s'il n'y a personne en Europe réellement qui le fait, de Bah, il doit façon y at avoir, j'ai scale, pas regardé toute oui, des l'Europe, petits mais labos. certainement que. Bah, tu vois, Ouais, par exemple, Get des labos, ouais. Legacy, dans leur stratégie de croissance, il y avait l'Europe, il y avait Londres, Hmm. il y avait Israël. Donc, c'est qu'en Europe, après Londres, enfin, l'Angleterre, voilà quoi, les Royaumes-Unis, est-ce que Europe ou pas, mais déjà, je pense que tu puisses pas faire Day One un truc européen, tu dois faire quelque chose de local à chaque fois. Mais la France est assez grande que pour commencer, quoi. Il nous faut un Get Legacy français et il nous faut un Modern Fertility français, quoi.
Donc, il faut qu'il y ait des gens qui se lancent sur ce sujet. Alors, je dis il faut, peut-être qu'il y en ait déjà, c'est juste que je ne les ai pas vus, quoi. Mhm. Donc, après, je pense on en entendrait parler, quoi, je pense. Euh, je pense. Donc, Mais voilà. en tout cas un, à un niveau hyper micro et local, je suis sûr et certain qu'il y a plein de laboratoires, notamment en Espagne, en Belgique, en Suisse, qui proposent des services, mais de façon complètement non, non distribuée, comme Ouais, pourrait old school, l'être quoi. Legacy. Ouais, c'est C'est ça. ça, Donc ça exactement, existe. ça. C'est sûr que ouais, moi, si j'étais milliardaire, je suis certain que j'aurais mon sperme congelé quelque part. Donc ça veut dire que la solution existe Alors, déjà d'un tu peux point le de vue faire, légal. tu peux le faire et ça, t'as pas besoin d'être milliardaire, ça coûte quelques centaines d'euros. J'ai un ami qui l'a fait. Ça prend une journée, ça coûte quelques centaines d'euros. Mais Voilà. pourquoi il a eu le droit de le faire? Parce qu'il avait un antécédent Non, non, médical pas du tout. grave? Il pouvait le faire. Alors, je suis pas expert encore une fois, mais apparemment pour les hommes, c'est beaucoup moins régulé que pour les femmes. Et congeler ton sperme, c'est pas du tout un problème. Il faut juste le faire dans une clinique adaptée à ça. Et je pense qu'il faut voir un médecin avant, un médecin généraliste avant. Mais c'est pas compliqué en fait. C'est juste que l'expérience est mal faite et elle est pas bonne. Comme j'en avais parlé dans l'ancien épisode, tu rentres dans une petite pièce. Ouais, T'as la secrétaire qui te regarde, il te fait un grand sourire, t'es là avec ton. Enfin, voilà. avec un petit clin d'œil. Et Ok, d'accord. Ouais, non, on a voilà. compris. Euh, Toi, c'est le genre de boîte mais que tu te verrais bien monter? non, 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 non. Après, je Pourquoi? suis pas. Parce que tu le sais, je m'intéresse à un million de sujets et pas assez en profondeur sur chacun des sujets. Je pense pas que je me verrais bien monter là-dessus. Enfin, je pense pas. Mais par contre, c'est le type de boîte que j'aimerais suivre, que j'aimerais conseiller, parce qu'en fait, c'est intéressant, c'est comme Charles un peu. C'est en fait, c'est toujours borderline parce qu'il y a des choses que tu peux dire, des choses que tu peux pas dire quand tu fais du marketing pour ce genre de boîte. Par contre, le problème, il est évident et il y a un gros sujet branding, je pense. Rassurer les gens. Il y a un gros sujet de communauté aussi. Je pense que ce genre de choses pourrait commencer par une communauté parce que il faudrait qu'il y ait une meuf qui se dise, vas-y, tu sais quoi, je vais monter un podcast et un groupe privé de meufs qui sont en galère pour tomber enceinte. Et en fait, je vais faire que ça. Je pense que ça pourrait avoir une traction de gros porcs et tu pourras avoir une user base gigantesque. T'imagines, une meuf se dit, c'est quoi, j'ai vécu cette galère avoir une galère de tomber enceinte. Je vais en faire un podcast et je vais vous parler de tout ça. Je vais inviter des gens qui ont eu ces galères-là. Je vais inviter des spécialistes et des gens qui ont vécu ça. On va parler du côté psychologique, on va parler du côté familial, on va parler du côté physique et physiologique de ce sujet-là. Je veux dire, là, j'ai pas les chiffres là devant moi, mais la proportion de femmes qui ont ces problèmes-là, elle est selon les personnes qui m'ont parlé de ce sujet-là, elle est gigantesque. Et les gens s'en rendent pas compte. Parce que c'est tabou, en fait. T'en parles pas. Oui, de T'en toute parles à façon, ton même. ami, peut-être à ta mère, Hmm. mais t'en parles pas. Genre, tu vas pas dans la rue, tu vas pas parler de ça, quoi. Alors, c'est vraiment super marrant parce que tu vois, j'ai envie de dire ce que je pense être la réalité de ces gens-là. Et je me rends compte en fait que j'ai en personne des gens que je ne connais absolument pas, vu que je ne suis pas une femme. Mais ce que j'avais envie de dire, c'est ça se situe exactement dans cette nouvelle mouvance de OK, les enfants, c'est hyper important, mais on veut les avoir à un moment où on est sûr de vouloir les avoir et de les assumer. Et du coup, ce moment-là, il est, d'un point de vue moyenne d'âge, reporté sans arrêt. Je sais pas, nos parents nous ont eu entre 25 et 30 ans peut-être. C'est déjà tard la plupart à mon époque. Et maintenant, je pense que la plupart des gens ont des enfants bien après 30 ans. Mm, mm. Et du coup, enfin la plupart des gens, ça dépend forcément du niveau social, l'ambition de carrière, la possibilité, La enfin bon bref, localisation, plein je de pense ça. qu'en capitale, Ouais, évidemment que ça se retarde, quoi. Ouais. ouais. Et du coup, mais c'est hyper important de pouvoir accompagner ces gens-là dans leur trajectoire de vie, en fait, hein. Mm, mm, Peu mm. importe, sans porter de jugement ou quoi. Enfin, bon, bref, intéressant, mais sujet hyper épineux. Moi, tu vois, déjà, rien qu'en parler avec toi, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont venir écouter derrière, je sais pas trop quoi dire, tu vois. Je sais pas par où commencer, Oui. ni par. Et si on regarde juste d'un point de vue business, c'est très clair, il faut le faire. Et d'un point de vue marketing, comment tu fais pour brander ça? Comment tu fais pour passer entre les, entre les filets juridiques? Ça, c'est un truc qui est plus compliqué. Et du coup, il faut quelqu'un qui soit déterminé. Pour que quelqu'un soit déterminé, il faut que ce soit quelqu'un, idéalement, qui ait vécu Qu'il ait personnellement cette vécu, ce serait situation. génial. Ouais. Clairement, clairement, clairement. Je pense que typiquement, quand tu m'as dit, est-ce que toi, tu ferais ce genre de boîte, je pense que c'est typiquement le genre de boîte où il faut avoir vécu cette expérience de vie.
ou avoir quelqu'un de proche qui l'a vécu et avoir du coup eu une expérience empirique proche de soi très forte. Mais ouais, ouais. Du Ok, coup, on ouais, enchaîne. vas-y, dis-moi. Alors, moi, je vais te parler d'une boîte dont on a déjà parlé dans le podcast qui s'appelle Italic. Alors, Ouais, Italic, c'est un problème à plusieurs niveaux. Il y a plus, c'est comme quelque part, c'est un peu un jeu d'échecs en 4 dimensions, parce qu'on peut le décrire d'une façon très simple et d'une façon un peu plus compliquée. Et donc là, je vais commencer juste en disant ce que fait Italic aujourd'hui, par qui ça a été fondé, et ensuite ce que fait Italic concrètement aujourd'hui sous le capot, et ce que fera Italic probablement dans 10, 15, 20 ans. Vers quoi ils veulent se diriger. Donc Italic, c'est une boîte qui a été lancée par Jeremy Kay, qui est un entrepreneur aux US, qui a levé plusieurs dizaines de millions de dollars à jour, et ils sont aujourd'hui une soixantaine. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, c'est un e-commerce qui propose des dizaines de produits, des dizaines ou des centaines de produits de luxe en direct de l'usine en échange d'un abonnement annuel. Donc en gros, toi, tu es un petit consommateur, tu te dis, OK, j'ai envie d'acheter des produits de luxe, mais les produits de luxe sont quand même très chers. Où est-ce que je pourrais trouver des produits de luxe équivalents, mais sans la marque? Et bien, Italic, en faisant un énorme sourcing de toutes les usines au monde qui produisent des marques, a réussi à trouver des usines qui sont d'accord de, en plus de leur ligne de production pour des marques, créer des lignes de production pour des produits de qualité tout à fait semblable, similaires, et donc qui ont une valeur aux yeux des gens qui est semblable ou similaire, mais du coup, vu que c'est pas la marque qui le vend, qu'il n'y a pas de marque sur la chaussure, par exemple, et ben du coup, c'est vendu beaucoup moins cher sur le site de Italic. Bon, ça c'est donc en échange de ça, tu payes, je sais pas moi, $100 ta paire de chaussures au lieu de $400, ouais. et tu as un abonnement annuel de $60. Donc en Pour gros, pouvoir il y a accéder un au énorme catalogue. Ouais. pour pouvoir accéder au catalogue. Donc tu as un énorme catalogue avec des centaines de références. Pour pouvoir accéder à ce catalogue, tu dois payer un abonnement annuel de $60 actuellement. Puis ensuite, tu payes le prix de ton produit beaucoup, beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas de marque sur le produit. C'est ça. Donc, imaginez, vous voulez acheter un sac Gucci à 800 euros, mais en fait, ce qui vous intéresse vraiment, c'est pas que ce soit un Gucci, parce qu'en fait, c'est ça le truc. Euh, Désolé si je te Ce qui coupe, compte, c'est mais la qualité. Ouais. c'est ça. Bah, alors, ça dépend pour qui. Et c'est ça, en fait, Pour les gens qui tout achètent le de la marque sujet. de luxe. C'est Ouais. que avec l'industrialisation en fait de notre monde, un des sujets qui a été je pense, le plus vite et le mieux industrialisation, c'est les fringues, dans le produit de consommation. Et donc aujourd'hui, soit tu vas acheter un produit qui a été fait avec un savoir-faire, et en fait, tu payes ce savoir-faire. Imaginons que je vais à Florence. Je sais qu'à Florence, ils font des chaussures d'un certain style magnifique. Ils ont une particularité, c'est à Florence ils ont un certain type de finition. Par exemple, si tu veux un costume sartorial et tu veux un style napolitain et tu veux que ça soit fait par une main napolitaine d'un couturier napolitain bien connu, tu vas à Naples. Moi, je connais des personnes qui partent 2 semaines à Naples. Ils arrivent, ils déposent leurs bagages, ils vont dans un petit atelier sartorial où tu as un vieil homme derrière en costume. Ils savent que lui, c'est une superstar. Désolé, j'ai oublié de brancher mon, mon chargeur. J'arrive. Tu m'entends toujours? Ouais, mais du coup, je vais continuer l'histoire pendant que tu ailles. Mais Jedi, là, il parle là, tu es en train de parler d'un truc hyper C'est bon. tradi atelier. Ouais, pas ce genre de produit, mais la majorité des gens ne veulent pas ça. La majorité des gens veulent acheter, achètent des vêtements par l'image que la marque en dégage. Et donc, si aujourd'hui tu vas acheter un sac Gucci, le prix que tu payes 800 euros ton sac Gucci, tu payes pas un savoir-faire, tu payes le fait que la maison Gucci a imagé ce produit-là, donc il y a un designer derrière qui l'a imagé, et tu payes le fait aussi d'appartenir à la communauté des gens qui achètent du Gucci. Et donc, en fait, ça te rank socialement de façon assez standard. Mais pour le coup, les 800 euros ne représentent pas vraiment le prix du produit. D'ailleurs, Italic le montre très bien. Des fois, par exemple, ils ont les mêmes fournisseurs que Prada. Ils disent que le produit Prada, il a 3000 euros. Eux, ils les vendent 300 euros. Par contre, c'est exactement le même produit. C'est juste qu'il n'est pas brandé. Donc, Le prix que tu payes un sac Gucci, le prix total de $800, en fait, il y a peut-être 400, voire 500, $600 qui vont directement à l'effigie d'une marque, c'est-à-dire que la brand cannibalise, ou en tout cas s'approprie
60 à 70 à 70% de la valeur de l'objet. Et le reste, en fait, c'est quoi? C'est de la logistique, c'est de la production, c'est des matières premières, etc., etc., etc. Donc finalement, la marque prend une grande part de la valeur d'un produit. Mais en fait, pour bien comprendre ce que fait Italic, mais il faut, je pense, retourner un petit peu en arrière et voir comment fonctionne une usine, comment fonctionne aujourd'hui le secteur de la distribution en général, tu vois. Donc en fait, comment ça se passe? Aujourd'hui, tu as une usine qui fabrique des produits. Elle les stocke, elle les expédie chez un client numéro 1. Le client numéro 1, la plupart du temps, c'est un grossiste. Le grossiste expédie chez un client numéro 2 après avoir stocké un certain temps chez lui. Et le client numéro 2, c'est un retailer. C'est quelqu'un qui a des magasins partout, qui a des magasins et qui expose les produits. Du coup, lui, il stocke dans ses propres entrepôts et puis, en fait, quelque part, il achemine les produits au fur et à mesure du stock physique en magasin derrière. Donc ça, c'est la chaîne de valeur classique d'un produit quand il est créé dans une usine versus quand il arrive chez le consommateur final. Une marque, quelque part, c'est quelqu'un qui prend le grossiste et le retailer, qui rassemble tout sous sa coupole et qui s'occupe la plupart du temps de tout à partir de ce moment-là. En externalisant d'ailleurs la plupart du temps des services comme la logistique, etc. Bref. Donc il y a énormément de chaînons dans cette chaîne de valeur qui est traditionnelle, qui est historique. Et Vitalik, en fait, qu'est-ce qu'ils viennent proposer? Ils viennent dire, bah, écoutez, monsieur le producteur de sac Gucci, on va vous proposer de créer un nouveau sac Gucci équivalent. À la place de le vendre 200$ à Gucci, enfin, vous allez nous le vendre à nous 400$ et nous, on va le vendre 450$ au lieu de 800 ou 500$ au lieu de 800, tu vois. Ok, donc Italic, quand même, les fournisseurs d'Italic vendent à Italic plus cher le produit que ce qu'ils pourraient les vendre à Gucci. Exact. Ah, ok, Exact. ça En je fait, savais pas. ils Ok. font une énorme marge là-dessus. Ils font 2 ou 3 fois plus de marge que Ok, s'ils vendaient c'est malin, directement parce que du coup, à tu une marque. comprends l'intérêt pour le fournisseur, pour le producteur de sacs comme Gucci, de vendre à Italic. Ok, ok, je savais pas du tout ça. Ok, Et intéressant. pourquoi? Et la raison pour laquelle les usines à la base ne fonctionnent de façon presque monomaniaque avec les marques, c'est parce que les marques, c'est elles qui ont les canaux de distribution. Et ça, c'est Mhm. un truc qu'on adore répéter dans le podcast et dont on est convaincu, et là on prêche un peu pour notre paroisse, c'est que c'est les canaux de distribution qui font la plupart du temps tout le travail. Du coup, aujourd'hui, Italic a ses propres canaux de distribution. En plus, vu qu'ils attirent un jour quelqu'un pour une bougie de luxe, le lendemain pour un fauteuil, je ne sais pas, peut-être pas les fauteuils, mais le lendemain pour un sac Gucci et le surlendemain pour une chaussure Prada, ben en fait, tous ces gens-là, ils sont intéressés par tous les autres produits du catalogue italique. Pardon, j'arrête pas de confondre avec Vitalik. Ouais. Vu qu'ils font partie en fait de ce persona-là, de gens qui ont Ouais. envie de ce genre de produit, en fait, ils arrivent à leur proposer tous les mois de nouveaux produits. Et vu que certainement ils ont des salaires qui leur permettent d'acheter ce genre de produits et des envies, ben, ça tombe bien, quoi. Exact. Et donc, en fait, la plupart des gens qui achètent aujourd'hui du luxe ou qui seraient tentés d'acheter aujourd'hui du luxe, eh ben, ils achètent en, en grande partie aussi pour la qualité du produit et pas simplement pour le nom de la marque. Et en fait, c'est ce dont Vitalik s'est rendu compte, enfin Vitalik, putain, Italic s'est rendu compte en lançant cette boîte. Et donc, version 1 de Italic, c'est un e-commerce, ok, tu arrives, tu as un catalogue, patati, ça c'est vraiment la version où tu te poses pas trop de questions. Puis ensuite, derrière, si tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est une marketplace. Une marketplace qui permet à des manufactureurs de rencontrer des clients et qui court-circuite totalement le circuit traditionnel de valeur, de chaînon de valeur qu'il y a pour que ça arrive dans les mains d'un client. Et du coup, Italic propose à ces usines-là de rentrer directement en contact avec leurs clients potentiels. Ok. Et donc, c'est là-dessus que Italic se démarque complètement. Et leur tagline, c'est de dire les manufactureurs avec nous, ça devient des marchands. Et je trouve ça super génial, en fait. Hein. Et pourquoi est-ce que c'est possible aujourd'hui et pas il y a 15 ans? C'est parce qu'aujourd'hui, on a des chaînons logistiques absolument incroyables en Europe et aux États-Unis, en Chine, etc., qui font qu'un manufactureur, il y a 20 ans, quand il devait faire un inventaire supplémentaire pour vendre directement au consommateur final sans passer par les canaux de distribution classiques, par les marques, mais il prenait un énorme risque, tu vois, parce qu'il accumulait Mm. euh, de la marchandise, il ne savait pas s'il allait la vendre, et puis ensuite, il fallait avoir la capacité physique et aussi la capacité financière de distribuer ses produits partout, chez les gens directement, tu vois.
Un peu comme aujourd'hui en Afrique, il y a toujours des rues enfin des lieux sans nom de rue et des maisons sans numéro, tu vois. Bah, il y a 20-30 ans, j'imagine qu'en Europe, c'était un peu l'équivalent quand on voulait faire du direct to consumer, tu vois. Ça devait être très, très compliqué, surtout quand tu es une usine, tu vois. Donc aujourd'hui, il y a quoi? Il y a la logistique qui est beaucoup plus dense qu'auparavant. Il y a des services logistiques où tu peux livrer aux colis qui sont beaucoup plus, qui sont très 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 bien organisés. Et aujourd'hui, tu peux atteindre directement tes consommateurs via Italic. Euh, et donc, je trouve ça super fort. Donc en fait, Italic, leur hack numéro un, c'est d'aller trouver le plus d'usines possible pour qu'ils fabriquent les meilleurs produits possibles pour les vendre aux clients d'Italic. Euh, mais le hack numéro 2, en fait, c'est d'installer dans le plus d'usines possible au monde, ce que je te disais dans un des épisodes, un operating software de l'industrie. Donc en gros, c'est de dire, OK, demain, tous les manufactureurs de qualité première dans le monde entier seront sur l'operating software italique qui leur permettra, un, bah, de faire du test, savoir si un produit est mieux qu'un autre. Deux, de vendre directement des invendus. Trois, de créer une nouvelle marque à eux, in-house, et de la distribuer directement sur Italic, etc., etc., etc. Tu te rends compte en fait qu'on arme les usines pour qu'elles récupèrent en fait toute la marge de valeur qu'elles ont laissée aux marques jusqu'à présent, les marques qui étaient tierces. Et donc, Italic aujourd'hui, non seulement ils permettent aux gens de trouver des clients, mais aussi ils les accompagnent avec de la logistique. Et ça, à mon avis, ils doivent brancher des API de providers logistiques de façon très simple. Ils accompagnent aussi sur le design, ils accompagnent aussi sur le customer support. Ils font plein de choses, en fait, tu vois. Donc Jérémy Kay, le fondateur, disait dans un épisode que j'écoutais récemment que c'était un vrai travail de titan, en fait. Hein. C'est titanesque ce qu'ils sont en train de faire parce que, en fait, c'est comme pour tout, ils doivent créer ce qu'on appelle un moat. Donc, c'est une espèce de base ultra favorisante pour eux dans le futur. Et ce moat-là, c'est les usines. Et les usines sont la plupart du temps offline. Il racontait qu'il avait réussi à closer 3 ou 4 usines qui sont cotées en bourse aux États-Unis ou qui fournissent des entreprises cotées en bourse aux États-Unis, qu'elles n'avaient pas de site web. Donc, c'est des gens qui ont été offline, off the grid pendant des dizaines et des dizaines d'années et qui n'en ont jamais vraiment eu besoin, en fait, tu vois, et qui sont un petit Oui. peu. Et qui sont un petit peu d'ailleurs un peu ludiques là-dessus. Elles ont pas une confiance complètement aveugle dans ces histoires de plateformes, de technologies digitales, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir que dans la première année d'existence d'Italic, ils ont réussi à avoir un taux de conversion sur les usines de 2%. Donc, ils sont allés parler à Putain. 100 usines, et ils ont réussi à convaincre que 2. Et aujourd'hui, aujourd'hui, il y a 400 000 visiteurs sur le site web tous les mois. C'est une boîte qui fonctionne. Ils ont encore levé des fonds. J'ai pas réussi à trouver les montants, mais ils ont levé des fonds en avril. Euh, donc, ça fonctionne super bien. Et qu'est-ce que je voulais te dire par rapport à ça? Euh, c'est que dans un épisode, donc dans l'épisode que j'ai écouté de ce type-là, il explique que la croyance qu'il a dans le marché et qui n'est peut-être pas forcément partagée en dehors des gens qui sont dans le marché, c'est que Amazon, c'est pas du tout le boss final du e-commerce. Il dit Amazon, finalement, quand tu es une marque, surtout quand tu es une marque, c'est très difficile de te distinguer sur Amazon. Ouais, c'est Parce ça le que truc. Ouais. tout le monde se ressemble, tout paraît naze, tout paraît pourri, tu vois. Euh, et du coup, il dit Amazon, c'est pas le boss final. Par contre, un modèle comme Italic pourrait un jour venir concurrencer un modèle gigantesque comme celui Bah, si d'Amazon. demain tous les producteurs peuvent avoir leur propre e-commerce, peuvent avoir... enfin, en fait, si, comme tu dis, si tous les maillons de la chaîne, en fait, ils peuvent être centralisés chez le producteur, bah, le producteur, il produit et il vend, quoi. Mhm. Et en fait, il y a plus personne, quoi. Tout le monde se fait défoncer, sauf le producteur, quoi. Donc, Alors, tu vas me ouais, dire si je me trompe, mais je pense qu'il n'y a pas d'Italic en Europe. je sais pas, j'en ai En tout cas, jamais vu. pas avec enfin, pas aussi Tu populaire sais, qu'Italic. il y a quelqu'un qui bosse, pas sur Italic, mais je pense que tu connais mieux que moi, c'est un ancien VC de Point9, non? C'est pas de Point9, si je pense, Ah, qui est en train tu parles d'essayer, qui fait une de communauté Manufacture Group, autour là? Ouais. pour les manufactureurs, essayer d'empower un peu les manufactureurs. Donc je sais pas s'il peut faire en italique, je pense pas, mais en tout cas, il y a des gens qui s'attaquent au sujet des manufactureurs et qui essayent déjà en tout cas, de s'attaquer à leurs problèmes à eux, quoi. Donc je Mhm. sais pas s'il y a un italique, mais ouais. Alors, parce que moi, j'ai essayé d'acheter des trucs sur italique et j'ai pas pu. Ils livraient pas en Europe, je pense. Donc c'était ennuyant. Mais non, je connais pas l'italique en Europe.
Bah, voilà, moi je trouve ça hyper intéressant. Ce qui serait, intéressant aussi, c'est peut-être de raisonner par vertical, parce que tu vois sur Italic, ils fournissent de tout. Ils font des chaussures, des manteaux, des lampes, des bougies, on en a parlé dans un épisode. Et je me dis: «Ouais, est-ce qu'il y a pas moyen de faire des Italiques, par vertical?» Et je pensais par exemple à la verticale du paramédical. Il y a des dizaines et des dizaines d'usines en Europe qui créent, je sais pas comment on appelle ça moi, des espèces de tissus, des bandages, OK, ouais. des médicaments qui doivent plus, respecter un certain nombre de normes parce qu'ils sont pas trop dangereux. Tu vois, je me demande s'il y a pas moyen de créer une marque blanche. À ce moment-là, tu vois, ça devient une marque blanche, c'est pas vraiment italique. Ouais, non, c'est il faut Hem, un italique, quoi. Il ouais, faut ouais. ouais, ouais. Et pour le coup, c'est malin d'avoir pris le parce qu'en fait, la grosse force qu'ils ont, c'est qu'effectivement, tu peux acheter Luxe, ouais. un sac de luxe pas cher. En fait, c'est côté, consommateur, tu es sûr que tu auras ton consommateur. En plus, ils sont très, très forts en branding et je crois qu'il a même aidé sa meuf à lancer une marque Ouais, on en a de parlé, ouais. De notre pote. potes. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Ouais, qui était plutôt cool et elle fait une marque de direct au consumer, autour du CBD. Bah, écoute, je connais pas d'italique. Si quelqu'un veut s'intéresser au sujet italique et lancer un italique, ou si quelqu'un connaît un italique en Europe, qu'il nous le fasse savoir. Hem, non, c'est cool. On va suivre Italique. En tout cas, moi, Et le des founder, i sur Twitter, il est super balèze Ouais. et je le suis. J'aime tout ce qu'il tweet. Il est smart, quoi. Ouais, il est très smart et Italic engage partout dans le monde là. J'ai vu qu'ils ont engagé au Brésil, en Chine, donc en gros, je pense que ça doit être un en fait, quelque part, en fait, tu vois, toutes ces boîtes-là, Sourcify, Italic, Pinduoduo, puis et cetera, c'est des boîtes qui s'attaquent à cette grande tendance qu'il y a de vouloir cut le middleman. C'est-à-dire les gens qui sont intermédiaires entre le consommateur et le créateur et il y a 1000 façons de s'y prendre pour régler ce problème-là, si c'est un vrai problème, on ne sait pas encore, hem, parce qu'il y a des middlemen qui sont utiles, j'imagine. Heu mais et je trouve que, Italic a trouvé un moyen marrant d'y arriver, enfin marrant, mais complètement, titanesque, d'y arriver en créant une marque et puis ensuite en disant: «Ouais, bah, finalement, nous, on n'est pas vraiment une marque, on est un espèce d'API pour les manufactureurs, pour qu'ils puissent créer leurs produits et les distribuer facilement sans devoir passer par des middlemen. On va leur fournir tous les produits, qu'il faut, logistique et cetera, de transport». Hem je trouve ça hyper intelligent et je vois bien la vision finale où en gros de dire, voilà, moi aujourd'hui je suis un propriétaire d'usine, j'arrive au bureau le matin, je me connecte sur Italic, monusine.italic.com et puis, j'arrive à voir toutes mes stats de production, toutes mes stats de distribution, combien j'ai fait par les canaux de distribution traditionnels, combien j'ai fait pour les canaux de distribution, online et cetera, tu vois? Ça doit être grisant parce que c'est un marché qu'il faut vraiment qu'il faut créer et qui est encore très poussiéreux, tu vois? Mmh, mmh, Et mmh. il n'arrête pas de le répéter dans l'interview, c'est vraiment unsexy, heu, mais ça doit être marrant et puis, oui, je sais pas, je trouve vraiment tu as raison, ils sont vraiment très, très forts en branding. Genre, tu te balades sur le site web, tu te dis: «Ouais, trop bien, j'ai trop envie je préfère limite acheter là que sur le site d'une autre marque, quoi». Ah mais de loin, de loin, de loin et non, ouais, c'est et moi, quand je fais découvrir Italique à des gens, parce que pour le coup, j'ai pas mal d'e-commerçants et j'en ai quelques-uns qui sont dans la mode et enfin qui aimeraient se lancer dans la mode et quand je leur montre Italique, ils me disent: «Mais c'est impossible, Déjà, il y a des gens qui savent pas que la majorité, plus 50 de la marge sur les marques de luxe, elle va dans la marque. Mmh. Ils s'en rendent pas compte, tu vois? Ils s'en rendent pas compte, ils savent pas, tu vois? Et c'est ouf. Alors quand tu vois Italique qui dit: «Moi, je fais dans la même usine que Prada et moi, je te le vends à 400 au lieu de 4000», alors que c'est dans la même usine, quoi. C'est le même fournisseur Mais tu vois, ça, je me et demande d'un point de vue juridique comment ils arrivent à négocier ça? Parce qu'il doit y avoir peut-être j'imagine une que Prada, il dit, exclusivité, ouais. Ouais, je ouais, suppose, tu vois, ouais. je me demande Ouais. comment ça se gère ça. Ça doit forcément se gérer. Mais oui, c'est ouf, hein. Mais en fait, c'est toujours comme ça, en fait. Tu te rends compte, en fait, que quand tu as une vision très simpliste du monde, tu te dis: «Ouais, LVMH, doit avoir des usines partout dans le monde, avec écrit à l'entrée LVMH», mais en fait, pas du tout. LVMH, il a des dizaines et des dizaines de sous-traitants, qui sont des usines, en fait, à part entière. Et la plupart du temps, qui ont LVMH comme un client parmi tant d'autres, enfin, ou parmi deux, trois autres clients, gros clients. Et mais c'est comme ça que l'économie fonctionne concrètement. Et du coup, si tu arrives à aller dans le dernier petit atelier, enfin, le premier petit atelier producteur, ça doit être très intéressant. Mais moi, je suis sûr qu'on kifferait trop ça. Tu vois, on prend la voiture, on descend en Italie, et toi, tu fais la traduction, et on se bat Bah, il y a d'atelier en atelier.
il y a une boîte alors, qui fait ça c'est une boîte qui vend des fringues qui fait ça en France, dont on pourra parler à un moment donné, mais on va pas en parler maintenant parce qu'il faudrait un peu plus de temps. Et j'ai oublié le nom. Aujourd'hui, c'est le journée, rien ne va, j'ai oublié les noms de tout. Asphalt. Ok. Asphalt qui Portugal, ça, va non, je Asphalt, c'est une pense. boîte française. Une boîte Oui, mais française. ils se fournissent au Portugal. Ils se fournissent, en fonction de chaque produit. Donc, je vais pas parler d'Asphalt aujourd'hui, mais en gros, Asphalt lance des produits il fait des Kickstarter sur des produits de vêtements pour hommes, de très haute qualité, à des prix abordables. Et en fait, chaque produit, est normalement produit par le meilleur producteur, de ce sujet-là. Donc, à un moment donné, ils ont fait une veste, une veste de costume, super stylée avec des produits, de qualité. Ils sont partis en Irlande, trouver, le producteur de ce tissu-là, pour aller chercher le meilleur tissu. Ils ont visité le meilleur berger qui a la production, qui garde les Attention. moutons qui sont. Non, non, il y a un putain de documentaire là-dessus, tu iras voir. C'est Eh, incroyable. mais c'est du marketing. Ça Non, veut mais pas dire que c'est faux, mais là, tu répètes le marketing que tu as vu et qui a l'air et qui est non, mais ultra c'est le convaincant. truc. Oui, mais c'est le truc en fait de cette boîte en fait. C'est le truc de Tu cette penses boîte, c'est vraiment qui. que c'est le petit berger en Irlande Ben, qui fabrique non, les mais c'est le vestes berger qui, fournit, Ok, d'accord, ouais. le producteur de laine en question pour cette Ok. veste-là. Et du coup, eux, ils vont se fournir chez ce producteur de laine. Tu Et ils vois. disent, regardez, c'est Et, notre berger, le copain, oui, patati patata. voilà, Ok. c'est ça. Mais c'est extrêmement bien fait et c'est assez bien foutu. Et du coup, eux, ils descendent en voiture, voir les gens, machin truc, visiter leur usine. Et du coup, ils te font toute une visite guidée pour chacun des produits. En fait, c'est ça qu'ils vendent dans cette boîte-là. C'est qu'en fait, tu vois toute la production du produit. Ils te montrent chaque, chaîne. Ils vont un peu parler aux employés de l'usine, machin truc. C'est bien foutu. C'est plutôt bien foutu. Et Jérémy Kay, il disait justement dans l'interview, ouais, enfin, le mec lui disait, ouais, mais pourquoi est-ce qu'il n'y a personne d'autre qui fait la même chose que vous? Pourquoi est-ce que vous êtes finalement si peu à vous attaquer à ce problème-là, de cette façon-là? Il dit, mais en gros, tu te rends pas compte, c'est un travail de malade, et c'est beaucoup, beaucoup plus simple, en fait, finalement, quand tu as créé ta propre marque, de la vendre exactement comme fait Bah oui. Asphalt, tu vois. Bah oui. Tu fais du cash, mais bon, en fait, c'est une histoire de catégorie, quoi. Tu boxes pas du tout dans la même catégorie. Mais c'est intéressant, ouais. Plusieurs fois, j'ai eu envie de lancer des trucs là-dedans, et puis je me rends compte que que dès qu'il y a un point dans la réalité, c'est-à-dire dès qu'il y a un moment où il faut être concret, physique, et un échange de marchandises, création d'une marchandise, à ce moment-là, ça devient... En fait, tu rentres directement dans des sujets très, très, très compliqués, avec des potentiels retards, des potentiels délais euh, long comme le bras. Enfin, donc, tu vois, tandis qu'un bug, quand tu as un bug en production, bah, finalement, en 24 heures, tu peux l'avoir réglé. Quand tu es nul, en 24 heures, tu l'as réglé, quoi. Donc, mais et tu vois, c'est marrant. Je pense que j'aurais éternellement ce débat-là à l'intérieur de moi, de me dire, putain, c'est super excitant, c'est la réalité. Et puis ensuite, ouais, mais ok, la réalité, elle est difficile à gérer. C'est beaucoup plus simple d'avoir une vie derrière l'ordi. Euh, et je pense Et que ouais. Italic, c'est pour ça qu'ils font l'operating software, c'est parce qu'à un moment, ils n'auront plus envie du tout de gérer toutes ces conneries-là. Un jour, ils arriveront juste à être, bah ok, ah, tu veux lancer une marque et la vendre sur Internet? Ah bah moi, j'utilise Italic, vas-y, prends-le aussi. C'est 60 000 euros de setup, et puis ensuite, ils te prennent 5% de commission. Mais t'as tout qui est là, hein. T'as plus qu'à uploader les photos de ton produit. Tu vois, ça, c'est un truc potentiellement ouf. Ouais. Euh, et donc voilà, Cool. c'était... Mais c'est un sujet qui est hyper compliqué, hein. J'ai pris 2 pages de notes, je me dis, mais par où je commence? Parce que c'est très compliqué, en fait, d'ordonner ces idées. C'est des trucs qu'on comprend instinctivement, et puis ensuite, quand tu dois les réexpliquer aux gens, leur dire, oui, mais c'est une marque. Oui, mais ils vendent des produits, mais finalement, c'est pas leurs produits. Les produits des producteurs. Mais pourquoi est-ce que les producteurs passent par Italique? Parce qu'ils ont une marge autant, au lieu d'une marge minime quand ils passent par les trucs. En gros, un producteur, quand il passe par Italique, il a une marge de quasiment 100% par rapport au coût du produit. Mais s'il passe par une marque, un retail, etc., classique, c'est 15 à 25%. Donc tu vois Ça. là, ils font un x3, x4, easy, quoi. Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, Et c'est donc, évident pour eux, du coup, de passer par Italique, quoi. C'est évidemment que. Ouais. Non, non, clairement, mais clairement, clairement. c'est un risque qui vaut la peine d'être encouru, tu vois. Il disait, en fait, le problème de ces gens-là, c'est que un risque d'inventaire, c'est un risque énorme. C'est-à-dire que si tu crées, je sais pas moi, une valorisation de 100, 200 ou même 1 million d'euros
d'inventaire que tu mets sur le côté, que tu dis ça va être direct to consumer, tu vas d'abord devoir le stocker, ça coûte. Tu vas d'abord devoir le produire, payer les gens pour le produire, acheter la matière première pour le produire. Puis ensuite, si derrière, tu n'es pas sûr de le vendre, bah, c'est un risque énorme. Alors en tant qu'industriel, finalement, ça ne vaut pas la peine. Ce qui vaut la peine, par contre, historiquement, c'est d'avoir des contrats de distribution avec des grandes marques, enfin des contrats d'approvisionnement pour les grandes marques, et leur dire, OK, d'accord, ça déroule. Et ensuite, tu vois, tu règles la mécanique tout au long de la chaîne, et tu dis, OK, alors on va gagner 1% en rajoutant une personne là-bas, ou en enlevant une autre là-bas, tu vois, enfin, tu vois, et ça devient un jeu très bizarre, tu vois. Et là, en fait, Italic renverse complètement la vapeur et remonte la chaîne de valeur. Donc ça, c'est un truc qui est hyper intéressant. À suivre, définitivement À à suivre. Et suivre. si quelqu'un qui se lance, Ouais, tenez-nous au courant, comme contacte-nous. d'habitude. Ouais. Bon, je sais que tu as un rendez-vous, je vais te laisser, je vais te libérer, comme à l'école. N'oubliez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, François, Il faut liker, share, subscribe, commenter, et sur Apple Store, Apple Podcast, laisser une ou plusieurs étoiles et un commentaire si non, il possible. faut laisser 5 étoiles, les gars. C'est pas une Ouais, mais étoile. s'ils n'ont pas aimé, tu vois, s'ils n'aiment Oui, pas, oui, ils peuvent dire pourquoi, tu vois. Ça nous permettra de nous oui. améliorer. Ouais. En Mais théorie, ça mettez c'est quand la même 5 théorie. étoiles, s'il vous plaît. Celui qui met une étoile, on défonce. Non, je rigole. Bon, allez, on Bon, se allez, je dit te à la semaine laisse. pro. Un Ouais. épisode un peu plus court, mais tout aussi plaisant. Ciao, ciao. Ciao. Bonne journée.